Qui a tué le dev perso? Une enquête sans coupable? Ça faisait plus de 3 semaines que je galérais sur ce dossier. Le constat était clair, le marché du dev perso va mal. Malgré le nombre d'informations disponibles, les gens n'ont jamais eu autant de difficultés à changer pour atteindre leur objectif. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui empêche les gens d'évoluer? Comme pour chaque enquête, on a toujours plusieurs suspects. L'incompétence de certains praticiens, l'augmentation de la quantité d'informations fausses induites par les réseaux sociaux, ou simplement la perte d'espoir dans l'avenir du pays. Tout est possible, mais personnellement, je pencherais pour un coupable plus discret, plus insidieux. L'identité. Mais pour une raison que j'arrive pas à identifier justement, j'en suis pas tout à fait sûr. Donc, on va creuser. D'après beaucoup de coachs et experts du dev personnel, tous les problèmes viendraient de l'identité. Car c'est elle qui détermine les croyances, les émotions, les actions, et donc ultimement l'environnement et là où tu veux être. On obtient donc le schéma suivant. C'est un mode opératoire que l'on retrouve dans la première scène de crime. Je vous présente le dossier qui a lancé cette affaire, le dossier Marv. Marv était un homme sans histoire. De l'extérieur, on pourrait le qualifier d'homme moyen. Il a fait ses études, qu'il n'aimait pas, eu un travail qu'il n'aimait pas et une copine qu'il supportait à peine. Mais Marv avait des défauts qu'il n'arrivait pas à changer. Petit, sournois et lâche, on pouvait dire qu'il était nul. Et d'après les coachs, c'est pour cela que son changement a été tué. La victime se sentant nulle, elle se pensait donc être nulle et de ce fait ne pouvait pas essayer ou n'avait pas envie d'essayer des choses qui pouvaient confirmer qu'elle était nulle et donc ce qui résulte dans une absence d'action et une absence de changement extérieur ou intérieur. Raisonnement bénin mais raisonnement ultra efficace parce que cette logique plus que valide fonctionne. Mais ce n'est pas parce que A implique B que non A implique non B. Autrement dit, ce n'est pas parce que quand il pleut, le sol est mouillé, que s'il ne pleut pas, le sol n'est pas mouillé. Il y a une autre scène de crime où la victime était objectivement compétente et reconnue, mais qui, à cause d'une vie familiale compliquée, était persuadée d'être nulle, ce qui la plonge dans les mêmes circuits que la victime précédente. Je vous présente Mélanie, notre victime numéro 2. Mélanie était une élève brillante, une sportive de haut niveau, un individu qui, selon tous les critères et tous les standards de la société, était brillant et excellente dans quasiment tous les domaines. Pourtant, elle souffrait d'un manque de confiance en soi et était convaincue de ne pas être assez, ce qui la replace exactement sur le même chemin que Marv, notre première victime. Donc maintenant la question c'est, est-ce que la victime numéro 2, Mélanie, est une exception ou est une règle? Ça, c'est à moi de le déterminer. Parce qu'après tout, quand j'observe mes expériences en tant que coach, qu'accompagnant et consultant, le cas du numéro 2 est loin d'être unique, c'est même quasiment la norme. Beaucoup de gens n'arrivent pas à voir leur capacité réelle et ce dont ils sont capables. Maintenant, la question c'est, à quoi c'est dû? Qu'est-ce qui fait que des gens qui sont objectivement bons le vivent intérieurement différemment? Est-ce que c'est dû à l'environnement? Est-ce que c'est dû à une émotion mal placée? Est-ce que c'est dû à une certaine forme de croyance? Et je vous passe le raisonnement que j'ai fait, mais la conclusion que j'ai obtenue, c'est simplement que ça peut être tout à la fois. Chaque point de la ligne du schéma qu'on a vu précédemment peut être une cause de blocage et donc tuer potentiellement notre changement. Ce qui replace l'identité non pas comme la source de tous les maux, mais simplement comme un facteur parmi tant d'autres. Je me retrouve donc, malgré moi, dans une impasse. Si l'identité n'est pas plus importante que les autres facteurs, je perds mon coupable. Et quand on en arrive là, qu'est-ce qu'on va faire? Simplement, on reprend l'enquête depuis le début. Comme on vient de le voir, le statut de l'identité comme la source de tous les maux est grandement exagéré. Au mieux, c'est un facteur. Mais ce qui me choque dans le cas de Mélanie, c'est qu'on peut carrément enlever l'identité du schéma. Parce que ce n'est pas déterminant. Si ton identité peut être à la fois positive et négative et que tu termines quand même par être bloqué, c'est que l'identité, au final, n'est pas important. Donc,
Ce qui serait important, du coup, ce serait non pas l'identité, mais la façon dont tu perçois ta propre identité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est une nuance que certains coachs font, mais que j'ai très peu vue, ou en tout cas qui était très peu explicitée. Si cette différence est clé, ce que je pense, ça veut dire que le problème identitaire peut vraiment sortir de la table et qu'on est sur un problème pur de croyance, qui serait du coup notre nouveau suspect numéro 1. Mais je ne vais pas reproduire l'erreur que j'ai faite avec l'identité, à juste prendre un autre point et reproduire exactement le même schéma de pensée, à dire que la croyance c'est le problème de tout, parce que ce serait oublier que nos croyances ne viennent pas de nulle part. Il y a quelque chose qui influe sur ce qu'on croit, sur nos valeurs et sur ce qu'on pense. Et du coup, quelle serait donc cette chose ? Donc dans une certaine mesure, nos expériences, ce qu'on a vécu et surtout ce qu'on a ressenti vis-à-vis de ce vécu, forgent sur du long terme nos croyances et nos valeurs. Tu as beaucoup plus de chances d'être courageux et vertueux si dans ton enfance tu as eu des signaux à chaque fois que tu étais vertueux, des récompenses ou des compliments qui t'encouragent justement à continuer dans ce chemin-là. Mais il y a autre chose. J'ai envie de m'intéresser au dernier chaînon de notre chaîne, l'environnement. Parce que quand on a une approche trop psychologique de la chose, on a tendance à penser que l'environnement n'influe sur notre psyché, sur nos valeurs, que dans des cas extrêmes, donc de traumatisme, de décès graves, d'accidents, de drames de la vie. Mais la réalité est beaucoup plus subtile et nuancée. C'est que notre environnement nous influe en permanence. Et ça, c'est un postulat qui est soutenu par la biologie, le darwinisme et la sociologie. En faisant mes recherches, je me suis rendu compte que notre environnement influe continuellement sur nos structures mentales, que cet environnement soit physique, social ou culturel. Hayashi et Nomura, dans leur étude de 2025 Influence of Nature et Spirituality and Cognition, ont prouvé, ou en tout cas ont eu la conclusion après leur étude, que la simple exposition à un environnement plus naturel a un impact sur la spiritualité, la foi et le ressenti des personnes, que ce soit de manière momentanée ou plus long terme. Il y a une autre étude de la Yokohama National University qui étudie comment notre vision du monde, donc nos croyances et nos valeurs, influent sur notre manière d'interagir avec la nature au sens littéral. Donc est-ce qu'en voyant un arbre, tu auras une vision plus utilitariste ? Donc cet arbre est là pour m'aider à faire des chaises, des tables. Est-ce que tu t'identifieras à l'arbre en disant cet arbre est un être vivant au même titre que moi ? Ou est-ce que tu seras simplement indifférent et que tu diras cet arbre est un arbre, moi je suis moi, et puis basta. Donc cela prouve que nos croyances, forcément, influent sur nos actions et sur comment on traite notre environnement, comme l'avait montré le schéma des coachs en dev perso. Cependant, je suis tombé sur une autre étude de Seitz et de Paloudzian et Angel, pardon si j'écorche le nom, Manifestation, Social Impact and Decay of Conceptual Belief, qui prouve que l'environnement influe aussi sur les croyances. C'est-à-dire que, intuitivement, on comprend que si notre contexte change, si l'environnement, le réel, nous montre que notre croyance est fausse à plusieurs reprises, cette croyance aura tendance à s'effacer. Et ça change tout. Si on part du principe que tous les points s'influencent mutuellement, qu'on garde l'identité ou pas, c'est pas important, on ne peut plus avoir une ligne comme supposé au début de l'enquête. On est obligé de passer à un modèle qui est circulaire. Et je tiens quelque chose. Et si c'est valable pour ces deux points-là, juste de l'environnement et des croyances, pourquoi ce serait pas valable pour le reste du schéma ? Ce n'est plus une route à sens unique, c'est une route à deux voies. Ce qui fait qu'on est à un cercle à double sens. Et là on touche un truc du doigt, parce que là, on est sur quelque chose de beaucoup plus complexe que juste l'identité gère tout ce que tu es. Donc, vu qu'on passe d'une ligne à un cercle, ça veut dire qu'il n'y a pas de réel point de départ. Ou en tout cas, s'il y a un point de départ, ce sont tous des points de départ. Mais un truc me gêne. Je peux pas juste balancer l'identité par la fenêtre comme ça dans ce modèle, parce qu'on est tous d'accord pour dire que notre identité, ce qu'on est,
c'est important. Tu as plus de chances de croire que tu es bon si tu es effectivement bon. Comment on pourrait replacer l'identité dans ce cercle? Dans ce cercle. Mais oui, l'identité, elle est pas dans le cercle. C'est pour ça que ça marchait pas au début, c'est pour ça que j'étais pas convaincu. L'identité, c'est pas juste un point du cercle, l'identité, c'est le cercle. Ta croyance, tes émotions, ce que tu fais, ton environnement, c'est tout ça qui définit ton identité. Et c'est pour ça que tu peux pas agir dessus, c'est parce que c'est trop gros. Tu peux pas agir à la fois sur tes croyances, tes émotions et ton environnement. T'es obligé d'en choisir un ou deux. C'est ça qui va changer ton identité. Parce que simplement, si tu passes d'une croyance à une autre, bah t'es déjà plus la même personne. Tu te définis déjà autrement. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de coupable à proprement parler. Il n'y a pas de grand méchant à abattre. Si on arrive à changer n'importe quel point de ce cercle, le changement renaîtra de ses cendres. Parfait. Enfin, une piste exploitable après tant de temps passé. On va laisser l'identité là où elle est pour le moment. Et maintenant, on va déterminer sur quel point du cercle on va agir en premier. PS, ah oui, j'ai réactivé mon calendrier, donc si vous voulez une analyse de votre situation ou un coaching pour changer, cliquez sur le lien dans la description. Le premier appel est gratuit. Merci d'avoir regardé la vidéo.